Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est un artiste qui s'est fait connaître avec des dessins au doux parfum d'inachevé. Des mains baladeuses sur des membres invisibles, des corps nus au sexe éludé, s'y ébattent dans des scènes charnelles, habilement suggérées. Il a fait d'un trait simple et efficace, qui évoque davantage qu'il ne montre, sa signature. Cet illustrateur, aux bras recouverts de tatouages, n'avait pourtant pas dessiné de plan de carrière dans l'illustration érotique. Sa vie d'avant, c'était celle des agences de publicité, avec les pitchs, les réunions de créa, le monde du marketing artistique. Mais le démon du crayon venait le chatouiller de temps à autre. C'est comme s'il attendait un coup du destin pour que lui soit révélé ce pourquoi il était réellement fait. Eh bien, figurez-vous que ce jour arriva. Il y a quelques années, l'homme tombe malade, il doit garder le lit un petit moment, mais continue à griffonner, le carnet de croquis coincé entre deux oreillers. Et c'est là que la magie opère, ou plutôt le sommeil, car il s'endort quelques heures sur son dessin en cours de réalisation. À son réveil, en redécouvrant son ébauche, il se frotte les yeux, la regarde bien en détail et trouve le résultat intéressant. Mieux, il vient d'inventer son style, celui qui va rapidement susciter l'intérêt de centaines de milliers de personnes et le faire changer de vie. Il devient alors le créateur d'images allusives dont les lignes de fuite offrent à leurs spectateurs le cadeau de fantasmer l'action sensuelle qu'elles suggèrent. Et c'est ainsi que commence la belle histoire. Adieu les directeurs de création, les concepteurs-rédacteurs, les réflexions stratégiques autour d'une nouvelle berline familiale ou d'une campagne pour un parc d'attractions. Ces dessins qui empruntent à la fois à l'humour et à la poésie font mouche. Sa page Instagram, Petite Luxure, attire en moins de 10 ans plus d'1 300 000 followers, de quoi donner le tournis à beaucoup. Mais lui ne se voit pas comme un influenceur, mais plutôt comme un artiste qui a le choix de s'exprimer à travers des médiums et des supports différents. Il peut tout aussi bien poster des œuvres sur son compte et en réaliser d'autres sur des papiers anciens à l'aide d'encre séculaire aux teintes vieillies qu'il aime chiner en famille. S'il utilise volontiers les relais promotionnels actuels, c'est cependant le passé qui tend à l'inspirer. Ainsi est-on saisi par le petit air rétro de ces personnages immédiatement reconnaissables qui traduit le sentiment de nostalgie qui anime leur auteur. Mêlant joyeusement malice et sensualité, il travaille régulièrement en collaboration avec des personnalités de divers horizons artistiques qui lui permettent de renouveler son imaginaire. Ainsi, ses croquis épurés dans le livre Les couleurs primitives s'unissent harmonieusement aux poèmes de Jeanne Chéral, mais peuvent aussi se retrouver reproduits sur des tasses en céramique, des lames de couteau, des guitares, des planches de skateboard, des paires de tennis, comme ils apparaîtront dans un recueil de contes fétichistes qui traite de BDSM. Ah, je n'ai rien dit. Enfin si. C'est donc pour évoquer tout cela et en savoir davantage sur ce qui motive sa création que j'ai convié cet illustrateur à la bonne humeur communicative au Café Charbon, rue Oberkampf à Paris, pour prendre avec lui un café au comptoir. Bonjour Simon Francard. Bonjour Alexis. Est-ce que tu dessines toujours dans des cafés ? Alors je ne dessine pas toujours dans des cafés, mais généralement quand je suis dans un café, je finis toujours par dessiner à un moment ou à un autre, oui. J'aimerais pouvoir le faire plus, mais oui, j'ai toujours de quoi dessiner sur moi évidemment, et généralement que je sois seul ou accompagné, dans un café, je finis toujours par dessiner les gens qu'il y a autour de moi, ou ma tasse qui est posée sur la table, ou le comptoir. C'est un réflexe, hein, depuis toujours ? Non, pas depuis toujours. J'ai toujours dessiné, oui, mais dessiner ce qui m'entoure, c'est depuis les études d'art, on va dire. Avant d'aller arriver à Paris pour faire des études d'art, je pensais pas dessiner les choses que je voyais, je dessinais ce que j'avais dans la tête. Maintenant, j'aime beaucoup dessiner ce que je vois, en fait. Plus comme un exercice ou un réflexe. Mais oui, c'est... On va dire depuis 20 ans, oui, j'ai toujours un crayon à la main et je dessine très souvent, surtout dans les cafés, dès que je peux. Pourquoi ici, le Café Charbon, rue Oberkampf ? Parce que ce quartier-là, c'est vraiment le quartier de mes débuts à Paris. Moi, je suis arrivé à Paris à 19 ans. J'ai eu une année dans une chambre de bonne à Montrouge, qui n'était pas très fun, parce que vraiment, là, je prenais mes marques, puis j'habitais dans un grenier, voilà. Et en fait, ce quartier-là, c'était le quartier où j'ai eu ma première école d'art. C'était le quartier où j'ai eu une colocation avec des amis. Puis, j'ai eu mon premier appart tout seul, puis une colocation. C'est aussi l'époque où j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme et tout. Donc c'est vraiment... si je devais garder un quartier à Paris, pour moi, c'est la rue Oberkampf. De manière générale, République, tout ça. Mais
Et en fait, voilà, mon école d'art était à 100 mètres d'ici, dans une petite impasse. Mon appartement était en bas de la rue. Et c'est vrai que ce café, moi, déjà... alors, ce café et les autres de la rue, hein, parce Il est que assez typique celui-là. celui-ci est typique pour moi. C'est un peu le café emblématique de cette partie de la rue Oberkampf. À vrai dire, je sais pas si c'était celui qu'on fréquentait le plus quand on était étudiant, parce qu'il y a des cafés qui sont plus en mode bar de fin de soirée, dans le quartier général, tout ça, où on peut prendre des pintes un peu moins chères. Et puis comme il y a une époque où on était en colocation, en fait on finissait très souvent les soirées chez nous plutôt que dans les bars, c'était moins cher et puis voilà. Mais pour moi c'était vraiment le café ici parce que j'ai toujours adoré cette ambiance et à l'époque j'y réfléchissais pas, mais aujourd'hui là ça fait un moment que j'étais pas revenu. Et en fait, Il y a cette ambiance je suis fer forgé, toujours heureux. Ouais, dessin au plafond, sur les murs. pour moi, il y a une ambiance qui est ancienne, mais qui n'est pas surjouée, qui n'a pas été réinventée, qui n'a même pas forcément été trop rénovée. Moi, j'adore l'ancien, comme tu disais dans ton introduction. Mais j'adore quand l'ancien, il sent l'ancien, quoi. J'adore les odeurs, j'adore que c'est un peu poussiéreux. Voilà, tu disais, je chine beaucoup. Moi, j'aime pas chiner quelque chose qui est en trop bon état, même si ça a 200 ans. Et j'aime bien que c'est un peu la gueule de quelque chose qui a traversé le temps. Peut-être que je serais obligé de passer un peu de temps à le rénover et tout. Et je trouve que ce café, c'est un peu ça, parce que la peinture est un peu écaillée. Il a un peu la gueule de vos dessins, ou des personnages de vos dessins. En fait, il a l'ambiance que j'adore avoir quand je dessine. Et mon atelier, j'essaye de faire ressembler à ça. C'est-à-dire que il y a très peu d'objets qui sont plus jeunes que moi ici. Parce que je regarde autour, voilà, il y a des lampes industrielles, il y a du carrelage en ciment avec un beau motif. Il y a des vieux miroirs en argent où on voit qui sont un peu écaillés au bord. Et ouais, c'est une ambiance que j'adore parce que elle est telle qu'elle est. Alors c'est pas du tout en mode vieux réac, c'est juste que je me sens mieux dans ces ambiances-là, moi personnellement. C'est que j'aime bien quand c'est dans son jus, quoi. Et c'est un peu le cas ici, ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque où j'ai découvert ce café, où j'étais étudiant, donc on parle de ça il y a plus de 20 ans, hein, je suis plus tout jeune. Et j'étais déjà dans le côté rétro, mais j'étais plus à l'époque le côté un peu 60s, 70s. Ouais, c'était aussi des courants graphiques qui étaient heureux à la mode, des typos années 70 et tout. Et je m'aperçois que plus je vieillis, plus ma passion de l'ancien se rétrograde, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, je suis vraiment très touché par les périodes qui vont de la fin du 19e au début du 20e jusqu'aux années 30. Peut-être que ce café, vous allez bien dans le décor. Je dis ça parce que vous êtes en face de moi. Je vous vois avec ces bras pleins de tatouages. Ces bras sur lesquels, au-dessus des tatouages, on voit de la peinture blanche ou du plâtre ou je ne sais pas quoi. C'est de la On peinture. voit qu'il y a du travail. Peinture qui remonte jusque sur les doigts, sur les ongles. Ouais, désolé. Ça s'accorde avec cette bouillie aussi. petite barbe poivre et sel. On sent Ouais. qu'il y a du travail, on sent qu'il y a de la création artistique. Oui, alors c'est marrant ce que je disais hier sur mon Insta perso. J'ai marqué que le jour, je dessine en noir et la nuit, je peins en blanc. Parce que c'est un peu le cas en ce moment, là, je fais mes dessins toujours à ligne claire noire. Et je retape ma salle de bain dans notre vieille maison qui date à peu près de la même époque que le café charbon, je dirais. Donc j'alterne les deux, mais bon, c'est important pour moi, c'est des choses différentes. Mais tu parlais d'artiste tout à l'heure, moi je vois plutôt ça comme de l'artisanat, que ce soit l'un ou l'autre. C'est quoi la Ouais. différence pour vous ? C'est compliqué pour moi, l'artiste, c'est pas lui qui peut se prétendre artiste. Enfin, pour moi, il y a un côté très pédant de dire je suis artiste. Fiscalement, on peut dire je suis artiste parce que je vis de mon art et que voilà. Et qu'en plus, maintenant, c'est plus vraiment de l'art appliqué dans le sens où c'est pas pour un client, c'est vraiment des œuvres qui sont vendues en galerie ou dans des livres. Mais je le dirai jamais parce que pour moi, c'est la personne qui regarde, c'est le spectateur qui dit c'est de l'art ou pas. Parce que moi, même en tant que consommateur d'art, je peux dire que tout est de l'art, quoi. Et par exemple, ce vieux panneau de. C'est une vue de l'esprit, une conception ? C'est très subjectif, oui, parce qu'effectivement, ça a même poussé à l'extrême dans l'art contemporain, sur la performance ou sur le non-art. Voilà, enfin, il y a des choses. Des fois, ça me dépasse un peu, parce que pour avoir longtemps bossé dans la pub, je sais que le concept, quand il est poussé à l'extrême, la limite est très très ténue entre le génie et le gros bullshit. Donc c'est. Ce qui fait que moi, ce qui m'attire plus, c'est les savoir-faire que je maîtrise absolument pas, mais. Est-ce que dans ce que vous faites, dans le cadre de ce compte Instagram, Petite Luxure, aujourd'hui, les dessins que vous faites, finalement, c'est très reconnaissable. Est-ce que ça vous rassure de rester dans ce cadre-là ? Oui, mais alors après, maintenant que ça va faire 10 ans à la fin de l'année là que j'ai lancé Petite Luxure, et ça va faire
combien 6 ans, je dirais que j'en vis, peut-être 6 ou 8 ans, enfin que je le fais à temps plein. 6 ans plutôt. Et je me suis aperçu que les petits codes graphiques que j'avais inventés malgré moi, ils fonctionnaient d'abord pour moi, c'est-à-dire que les premiers dessins que j'avais fait par accident, comme tu racontais, c'était très joliment romancé dans ta façon de le dire, mais c'est à peu près comme ça que c'était passé vraiment. En fait, ils ont satisfait mon cerveau directement, c'est-à-dire que j'ai vu que je le déclinais très facilement, ce petit code à la fois dessin minimaliste, érotisme et un petit mot qui rapportait du concept dans l'image. Et j'ai vu que je pouvais en faire des centaines par jour, ça me plaisait et c'était inspirant. Donc c'est pour ça que j'avais commencé ce truc-là. C'était pour moi, parce que je voyais que l'inspiration, elle venait. Donc, et après, quand j'ai créé un compte et que j'ai vu que les gens s'abonnaient, je me suis dit, finalement, ce qui résonne en moi, ça a l'air de résonner aussi dans la tête ou le cœur d'autres personnes, ou la culotte. Et c'est ça qui m'a... Alors, du coup, ça m'a rassuré, c'est de voir que j'étais pas le seul taré à aimer ça. Parce qu'il y avait aussi ce truc de moi de me dire que par rapport à l'érotisme, c'était pas un sujet au départ, mais ça l'est devenu après. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, si j'étais tombé là-dedans, c'est que j'avais jamais trouvé une offre dans l'imagerie érotique qui me plaisait. Et de voir que ça a eu du succès, je me suis dit que je devais pas être le seul dans ce cas-là. Donc oui, pour répondre à ta question, ou à votre question, bon, je te tutoie, désolé. On aurait dû faire comme à la radio. Pour répondre à votre question, ça m'a rassuré au début de voir que ce code graphique que j'ai inventé par hasard, il me rassurait créativement parce que je le déclinais à l'infini ou presque. Et il me rassurait parce que ça plaisait aux gens. Puis il y a un côté reconnaissable, c'est vrai qu'en 10 ans, maintenant, quand je fais des collabs, t'en parlais, le style, entre guillemets, Petite Luxure, on le reconnaît un peu facilement, donc c'est facile d'appliquer sur plein de supports, on va dire, c'est toujours du Petite Luxure. Donc c'est une force, mais à terme, au bout de 10 ans, c'est aussi un peu une faiblesse dans le sens où... On a envie de pousser les murs ? C'est ça, on a envie de faire évoluer, donc je l'ai fait sur des supports différents, sur des collaborations différentes, sur des opérations différentes. Mais au final, ce que les gens veulent voir toujours, c'est un peu les 3 mêmes ingrédients, du cul, un petit dessin à la ligne claire noir sur fond beige et un petit mot. Et tu vois, moi personnellement, quand on en parlait, quand je dessine dans des cafés, ce que je dessine n'a rien à voir, même dans le style graphique. Ou pas loin d'ici, justement, pour reparler du quartier, chez un atelier avec des amis où on fait du modèle vivant tous les mardis. Bon, en ce moment, j'y vais plutôt un mardi sur 10, mais bon... Et on a un modèle qui pose nu, on dessine, et ce que je fais là-bas n'a rien à voir, c'est que de la couleur, c'est très texturé et tout. Mentalement parlant, c'est la même chose dans le sens où il y a quand même des parties éludées dans mes dessins, il y a un côté minimaliste et tout, mais visuellement c'est très différent. Et ça, quand je le propose par exemple à des éditeurs, ils disent ah c'est chouette, mais t'es connu pour la ligne claire, donc il vaut mieux que tu restes dans tes... Donc bon, moi c'est vrai que depuis 2-3 ans, j'ai un peu ce petit questionnement de comment faire de la force qu'elle ne se transforme pas en faiblesse, dans le sens où au bout d'un moment ça va devenir ennuyeux quoi. Quand je suis devant une page blanche et que j'ai commencé un dessin, il y a un côté, il y a à la fois une force parce que je sais où je vais, et à la fois une faiblesse parce que je me dis encore ça. Et en même temps, c'est toujours bien de se reposer des questions sur est-ce que j'ai pas perdu la force du début, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau pour... c'est comme ça que ça commence. Vous êtes avec le crayon, le feutre, que sais-je, et vous commencez par des questions intérieures. Ah bah oui, pour moi l'idée elle est principale dans une image. Parce que comme j'ai eu une formation de graphiste au départ, un graphiste c'est quelqu'un qui met en image une idée, donc on lui donne une idée et il la met en image. Et ce qui fait que moi, par exemple quand il y a la plupart des dessins que je mets sur Instagram où il y a des mots, c'est d'abord les mots que je trouve. De plus parce qu'il y a ce petit twist qu'on peut appeler jeu de mots. Et ce qui fait que si jamais j'ai une envie de dessin sur un sujet et que je fais le dessin, je peux ne jamais sortir le dessin parce que je trouverai jamais les mots à mettre dessus. Alors que si jamais je trouve des mots, je peux faire 15 dessins autour de la même phrase, quoi, ou des mêmes mots. Donc vous écrivez beaucoup de mots. Oui, j'ai un doc avec beaucoup de mots d'avance. Ouais. Il y a une recherche. Il y a une recherche beaucoup parce que il y a beaucoup d'artistes que j'aime qui ont des images qui sont pas forcément pleines de sens ou qui laissent beaucoup de place aux utilisateurs pour le... Moi, c'est pas comme ça que je travaille, il faut vraiment l'idée au départ. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler maintenant aussi avec des auteurs, des autrices, sur leurs mots à eux ou à elles, pour pouvoir me projeter aussi là-dedans. Parce que derrière, j'ai presque un peu plus de liberté dans le sens où on pourrait croire que c'est l'inverse. Mais comme j'ai pas à réfléchir aux mots, j'ai plus de place pour installer mes images par rapport à leurs mots.
Mais oui, puis surtout pour moi, en fait, les mots, il y en a un tout petit peu dans mes dessins, mais ça me fascine. Enfin, on va dire les vrais écrivains, les gens qui savent écrire, qui écrivent des livres, des nouvelles, des chansons, des poèmes. Ça me fascine parce que pour moi, le mot, c'est quand même c'est la racine de la création. C'est-à-dire que c'est le seul langage créatif que tout le monde apprend, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent pas à dessiner ou qui arrêtent de dessiner après l'enfance. Enfin, il y a beaucoup de gens ne savent pas jouer de musique, mais tout le monde sait parler, ou à un peu d'exception près, ou lire ou écrire. Et du coup, faire quelque chose de magique ou en tout cas d'intéressant à partir de cette matière créative qui est quand même universelle, ça me fascine parce que moi, je sais reconnaître un texte qui me touche ou qui me touche pas, mais je serais incapable d'en écrire un qui me touche, quoi. Donc, Il y avait quelque chose que j'ai appris sur vous et qui m'a bien étonné. C'est que vous allez chiner des vieux papiers, vous allez chiner des vieilles encres. On pourrait croire que tout ce que vous faites est fait à la palette graphique, alors que non, votre travail d'artiste, il va au-delà de tout cela. bah, au-delà, je sais pas si c'est au-delà, c'est juste une méthode de travail différente. C'est vrai que ça va un peu à l'inverse de. C'est-à-dire que ça se sait peu. On imagine justement que Oui. c'est juste du dessin à la palette graphique pour de l'Instagram. Bah, c'est vrai que comme les dessins sont faits essentiellement connaître sur Instagram, bah, on les voit sur un écran de smartphone. Mais c'est pour ça que je suis content de travailler aujourd'hui avec des galeries un peu partout autour du monde parce que les gens peuvent les voir en vrai sur du papier et voir un peu la chose. Parce que moi, ça a beau être très simple et voilà, assez minimaliste. Et j'aime bien le ressenti de l'objet, c'est-à-dire d'avoir à la fin le dessin dans la main, de voir les brillances des encres, voilà, d'avoir les défauts aussi souvent parce que les plumes. Et pour moi, ça rajoute un peu une âme. Par exemple, j'adore la photographie. Je fais beaucoup de photographie argentique. J'ai jamais arrêté en fait depuis. Voilà, je suis né à une époque où la photo argentique était encore prédominante, voire la photo numérique quasiment inexistante. Et en fait, je me suis jamais mis au numérique à part pour les trucs vraiment d'exécution pratiques. Parce que pour moi, ces savoir-faire-là, ces méthodes de production d'images, ils rapportent un peu une âme. Et alors, pour moi, c'est aussi, il y a une façon de se cacher derrière. C'est-à-dire que mes photos, je les trouve pas réussies en tant que photographe. Mais quand c'est fait avec un Rolleiflex et un film avec un peu de grain, bah, ça a tout de suite de la gueule et finalement ça rajoute une âme à une image qui si elle avait été trop propre aurait été inintéressante. Et pour moi il y a un peu ça, c'est-à-dire que ça m'arrive de dessiner à tablette graphique et tout, alors je me suis pas mis sur Procreate et tout, tous mes potes illustrateurs se foutent de ma gueule, faudrait que je me mette sur l'iPad. Mais et franchement ça m'épate, j'ai des amis qui font ça, des graphistes qui travaillent avec Procreate, ils ont des résultats en plus d'une finesse et Enfin, il y a une palette de création qui est incroyable. Mais pour moi, il y a toujours un petit côté triché dans le sens où c'est de la simulation. Alors quand c'est un boulot commercial, je sais pas, pour faire un logo ou une devanture de magasin, il n'y a aucun problème. Parce que le but, c'est pas l'œuvre finale, c'est l'image. Mais pour moi, il y a ce truc de... Je préfère rater une image en la faisant à la main que de la réussir parce que j'ai utilisé 3 trucs d'IA, un filtre Photoshop et une broche que j'avais acheté sur... Enfin... Il y a un côté beaucoup plus maîtrisé avec l'ordi qui est génial, mais il y a un côté dommage à la fin. Et par exemple, là en décembre, j'ai une galerie qui m'a proposé de faire une expo de groupe où j'ai invité d'autres amis artistes. Et il y en a certains qui travaillaient que au digital et ils avaient des sueurs froides en se disant mais il faut faire une œuvre sur papier et ils savaient plus comment faire et tout. Alors c'était cool, ils les ai poussés un peu dans leur retranchement, ils ont repris des pinceaux et de l'encre. Mais du coup, moi, j'étais presque un peu triste pour eux au départ de me dire, elle me dit, mais tu sais, moi, j'ai aucun enfin, il y en a qui me disaient, j'ai aucun originaux parce que les originaux sur mon disque dur. Et je trouve un peu triste. Moi, voilà, j'ai grandi avec un père qui collectionnait des milliers de livres. Donc pour moi, l'objet livre, l'objet papier, l'objet dessin, il est important. J'ai des cartons à dessin remplis de papier, de trucs. Et il y a une âme dans le papier. Bah, il y a une âme. Ouais, il y a vraiment une âme parce qu'il y a une histoire, comme tu disais aussi, c'est que je chine beaucoup de papier. Pour te dire, quand je récupère des vieux bouquins qui sont éclatés, je récupère les couvertures et je refais des reliures pour me faire mes carnets de croquis à l'intérieur. Comme ça, bon, c'est un carnet de croquis neuf à l'intérieur pour avoir du beau papier. Et encore que ça m'arrive aussi de dessiner dans des agendas des années 30 et tout, par-dessus les lignes et les typos. Déjà parce que ça me fait plaisir, parce que en plus c'est débile, mais il y a un petit côté écologique et on réemploie quelque chose. Ouais, bah ce truc de la théorie des Amish, c'est horrible, mais j'y crois parfois. Enfin, c'est pas que j'y crois à mon niveau, c'est-à-dire que moi c'est un mode de vie chez moi de vivre dans l'ancien parce que on trouve tellement de choses qui sont mieux fabriquées, de plus belles factures. Enfin, les papiers anciens, moi j'ai récupéré des ramettes de papier des années 40-50.
ils sont fins comme du papier à cigarette, mais ils sont indéchirables. On écrit au marqueur dessus, l'encre elle traverse même pas. Enfin, c'était des papiers qui étaient faits dans la vallée du Grésivaudan, dans les Alpes, avec des moulins qui étaient. Et au final, voilà, sur un marché aux puces, on peut trouver une ramette de 200 feuilles pour 2 euros, qui sera 100 fois meilleure que du papier blanchi au chlore qu'on aura acheté à Bureau Vallée à la con. Alors, et c'est pareil pour tout. Moi, je collectionne les porte-mines anciens et tout. Alors, c'est débile, mais moi, déjà, pour moi, ça me fait plaisir parce que c'est un univers qui me plaît créativement. Et puis après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de confort et de sécurité dans le sens où je me cache derrière tout ça. C'est-à-dire que ça fait une histoire à raconter et dire ce dessin-là, je l'ai fait avec un porte-mine des années 30 sur un papier des années 50 que j'ai chiné sur un vide-grenier de tel. Du coup, ça rajoute Vous êtes très fort en storytelling finalement. Bah ouais, je je vois viens de bien la pub. pourquoi vous bossiez dans la pub. Mais ça nous amène à faire un vrai ou faux. Ouais. Top jingle. Vrai ou faux, vous avez vu votre premier compte Instagram supprimé alors que vous aviez 1 million d'abonnés. Alors, on va dire vrai, mais vrai et faux. C'est-à-dire qu'il a été supprimé, mais c'était pas mon premier, dans le sens où ils me l'ont rendu finalement. Ça a été sympa quand même. Ouais, non, oui, mais. On se sent comment dans ces cas-là? Ah, bah c'était l'horreur. Hein. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Non. Ah oui, si, vraiment. Bah, c'est mon gagne-pain principal. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, je travaille avec des éditeurs, des galeries d'art et tout, mais s'il n'y a pas la communication qu'il peut y avoir sur Instagram derrière, c'est plus compliqué, quoi. Et notamment, moi, mon business model, c'est que je vends aussi des tirages en ligne et c'est ça surtout grâce à Instagram. C'est ça qui m'a permis de me passer d'un salaire à côté. Donc, quand on n'a plus Instagram, c'est l'horreur. Mais Vous faites attention à ce que vous mettez en ligne? depuis, ouais, je fais assez attention, mais du coup, c'est très embêtant. Alors, à l'époque où ils les supprimé, c'est arrivé à quasiment tous les comptes en même temps. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, une image nous plaît pas, on la supprime, ça fait une croix rouge et c'est comme dans les cahiers des maîtresses de classe, quoi. Au bout de 15 croix rouges, t'es exclu. Donc là, c'était ça. Et ce qui fait que comme ils avaient commencé, je sais plus, à partir de juillet, en plus c'est très opaque, qu'ils le disent pas vraiment. En gros, 6 mois après qu'ils aient commencé, tous nos comptes sautaient un par un, quoi. Donc maintenant c'est vraiment différent, ils assument le côté shadowban, alors c'est très inconfortable aussi, mais on sait que... Et ils nous signalent telle image, on la supprime pas, mais elle sera pas recommandée aux gens. Ça arrive souvent. Oui, là, je dois avoir une quinzaine d'images. Le problème c'est que derrière c'est hyper enterré, c'est-à-dire que si on veut trouver Petite Luxure sur Instagram, il faut le taper vraiment Petite Luxure au pluriel, tout attaché, sans espace, enfin exactement le nom jusqu'à la dernière lettre. Sinon le compte n'existe pas, il apparaît pas. Si vous tapez dans Google, ma page Instagram n'existe pas, elle sort pas. Vrai ou faux, vous avez reçu plus de 900 histoires de la part d'inconnus pour vous donner des idées de thèmes pour votre dernier livre. Ouais, sur le dernier, ouais, ça doit être ça. En fait, sur les 4 livres que j'ai fait à mon nom propre, c'est-à-dire pas avec un auteur ou une autrice, un auteur, pardon, bref, auteurice, on va dire, comme sur France Inter. Sur les 4, il y en a 3 où effectivement j'ai mis à contribution mes followers en leur demandant, parce que voilà, de la même manière que j'ai rien d'autobiographique dans mes images, je dis ça pour rassurer mes parents. Et surtout, moi j'adore parler d'intimité plus que d'érotisme, c'est-à-dire que le sexe, quand Ce n'est pas là pour exciter. c'est pas là pour exciter, puis c'est pas mis en scène, c'est-à-dire qu'une scène de sexe, je dis n'importe quoi, une levrette. Si elle est faite par un couple qui s'est rencontré il y a 15 jours dans sa chambre, porte fermée, d'une façon un peu timide, il y a un côté hyper mignon et poétique alors que ça reste une levrette. Et là pour moi c'est de l'intime, alors que la même scène sur un plateau de tournage avec des réflecteurs, une maquilleuse et tout, ça peut devenir vite vulgaire, quoi, entre guillemets, ou en tout cas beaucoup plus cru et cash. Moi j'aime beaucoup ce truc d'intime, mais à tous les niveaux. Moi j'adore les sophicales, enfin tout ça. Par mon livre préféré, c'est Je me souviens de Perec, voire même, en fait, lui, il s'est inspiré d'un livre qui s'appelait I Remember de Joe Brennart, qui me touche encore plus parce que Je me souviens, c'est plus sur des souvenirs communs sur la vie à Paris dans ces années-là. Enfin bref, Je me souviens, en gros, c'est un recueil de mini-souvenirs et c'est une espèce d'auto-consignation en écriture automatique de petites phrases qui commencent par Je me souviens Et vous prenez les souvenirs des autres. Voilà, mais moi c'est ça, c'est-à-dire que je pense que ma vie, si je devais la dessiner, serait pas très intéressante pour les gens. Donc j'adore mettre mes dessins au service des souvenirs des autres. Parce qu'il y a plein d'histoires qui pour les gens leur paraissent normales. Mais c'est génial de se retrouver avec autant des centaines de propositions de textes. On se sent submergé, on se sent comment à ce moment-là? Oui, pour revenir
pour finir ma digression d'avant, du coup, sur les 3, par exemple, le premier que j'ai commencé avec ce principe-là, je pensais même pas en faire un livre au départ. Donc le premier était assez simple, j'avais demandé aux gens un épisode qui s'était passé dans leur vie sexuelle ou sentimentale. Voilà, et je devais en faire 12 dessins que j'allais poster sur Instagram. Et en fait, j'ai reçu... Combien c'était 1700, je crois 1700, Énorme. ouais. Par email, ouais. 1700 textes. Et vraiment, ça m'a tétanisé dans le sens où je me suis retrouvé garant de l'intimité de gens autour du monde. Alors comme j'ai toujours un peu cultivé l'anonymat, bon maintenant je me montre un peu, mais à l'époque j'étais vraiment complètement anonyme. Je pense que les gens, c'est plus facile de se livrer par email à un inconnu, ou même voir une inconnue, enfin personne savait qui j'étais, que à quelqu'un qui va te voir le lendemain. Donc j'avais beaucoup de messages qui pouvaient commencer par je l'ai jamais dit à personne, mais enfin voilà, et il y avait vraiment des choses où les gens, donc ça m'a vraiment tétanisé. Pendant un an j'en ai rien fait parce que j'avais peur de lire tout ça, parce que je me dis merde, il faut que je me montre digne de cette intimité que les gens me donnent, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai des valeurs, je sais que je suis plutôt intègre et tout, donc j'allais pas en faire de la merde, j'allais pas faire des t-shirts en disant hey, Jean-Luc, il a fait ci ou ça. Mais fallait faire un tri, ce qui est très compliqué de faire un tri dans l'intimité des gens, parce qu'il y en a pas qui sont plus valables que d'autres. Et donc ouais, et sur le dernier, c'était sur les premières fois. J'ai demandé aux gens où ils avaient vécu leur première fois. Et là, il y avait ce côté auto-pèlerinage que j'aimais, c'est que les gens, on se pose pas tous les jours la question de comment était notre première fois, parce que c'est loin d'être la meilleure, mais j'ai bien aimé un peu forcer la main aux gens pour qu'ils se remémorent leur première fois. Parce que je trouve que c'est assez mignon ce côté d'auto-pèlerinage dans ses souvenirs, quoi. Justement, on va parler de première fois. Ouais. Vrai ou faux, votre premier tatouage, vous avez eu peur là, votre premier tatouage ne ressemble pas à ce que vous vouliez avoir à la base? Non, alors bon, pour les tatouages c'est compliqué. Non, le premier ça allait. En fait, j'ai un rapport au tatouage qui est vraiment plus dans le... Toujours on revient sur le fond des images plus que sur la forme. C'est que voilà, j'ai des tatouages plein les bras, ouais, mais ça s'arrête au bras. Mais chaque tatouage correspond à un souvenir précis ou à un épisode donc je m'en fiche s'il pourrait être fait au clou, assez moche s'il représente ce que j'avais dans le cœur à ce moment-là. Et qui me fait penser à ce moment-là, ça me va. Non, mais effectivement, il y a un tatouage où oui, c'est drôle. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est un tatouage que j'ai fait avec un de mes cousins. On peut le voir. Oui, c'est celui-ci. Ça se voit bien en podcast. Ouais, voilà. On voit un oiseau qui étend ses ailes en train de mordre un poisson Voilà. dans son bec. C'est écrit n'oublie jamais, avec une Voilà. sorte de banderole autour de lui. Oui, voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près Mais- ça. Il y a quelque chose de presque... on pourrait voir ça dans une église presque, Ouais. comme un ange, une apparition. Ah alors, ça se revoit pas dans mes dessins beaucoup, mais j'ai une éducation assez religieuse, j'ai même été enfant de chœur et tout. Et donc ce tatouage, je récupère un côté voilà un peu religieux, mais en fait ce tatouage, je l'ai fait avec un cousin. J'ai un cousin qui est aussi pas mal tatoué, et c'était suite à la mort de notre grand-mère commune, qui était mon dernier grand-parent à mourir. Et on a voulu se faire un tatouage parce que le Martin Pêcheur, c'est une sorte de symbole dans notre famille, parce qu'il y a une racine du nom de famille qui vient de ça. Donc j'avais fait un dessin vite fait dans le train de retour de l'enterrement de ma grand-mère avec mon cousin, on avait fait le dessin ensemble. On s'est dit ok, on se fait tatouer ça à Noël parce que lui habite en province, en région comme on dit, et il pouvait venir qu'entre Noël et Nouvel An. Sauf que mon tatoueur habituel, Rudy, qui est belge, il était en Belgique à ce moment-là, donc son assistante m'a conseillé, son apprenti m'a conseillé un autre type. J'aimais bien le book de ce type, le trait était pas mal et tout, donc on a pris rendez-vous. Je lui ai filé mon croquis en disant c'est juste une idée de concept, mais vraiment ne te base pas dessus. On veut un Martin Pêcheur qui fait ça avec marqué n'oublie jamais, point. Donc après fais ce que tu veux. C'est généralement ce que je fais aux tatoueurs, je leur donne une idée générale. Et après je leur dis réinterprète-le quoi. Et en fait mon cousin est arrivé le jour J à Paris, on avait rendez-vous à 10h, le mec est arrivé à 13h, il était défoncé à la MDMA. Ça commence mal. Il a essayé de nous faire croire qu'il avait fait des trucs qu'il avait rien fait. Et ça faisait déjà 4 heures qu'il devait être en train de nous tatouer. Il était derrière le comptoir à taper sur Google Martin Pêcheur, à décalquer des images, mais vraiment de merde. Il nous sortait des images, on aurait dit des nouilles. Enfin, vraiment, c'était ni fait ni à faire. Et pourtant, Et- vous l'avez fait. Et ouais, et non, mais du coup, mon cousin Sirou, qui ne rigole pas, il s'est levé, il a pris mon dessin, il a posé la main sur l'épaule du tatoueur, qui a une petite goutte de sueur. Il a dit tu nous tatoues son dessin et maintenant. Donc en fait le tatoueur a fait exactement mon dessin que j'aimais pas du tout moi. En plus il a raté pas mal de trucs.
Mais au final, je m'en C'est un fous. beau souvenir. Ouais, je m'en fous parce que mon cousin a le même sur le PEC. On l'a fait pour ma grand-mère. Ça fait une histoire à raconter, la preuve. Et j'aurais préféré, j'aurais été beaucoup plus triste qu'il modifie le sens de mon dessin plus que la forme, je m'en fous. Donc voilà, c'est l'histoire de ce tatouage, mais après, non, sur les autres, je suis plutôt en paix avec mes tatouages. Donc ça va. Ma mère, beaucoup vous moins. avez l'air en paix avec ce tatouage aussi. Vrai ou faux, vous êtes fan de Gilles Caplan? Gilles Caplan, non, alors, oh là, t'as été digué dans des. Je suis pas fan, ça me fait marrer de réécouter de ces époques-là. Non, quand c'est sorti à l'époque, je devais être C'était pré-ado. une chanteuse des années 80. Oui, voilà, qui chantait Tout ce qui nous sépare. Tout ce qui nous sépare, voilà, c'était la séparation, pas le départ. Et ouais, en fait, c'est juste que c'était au moment de ma préadolescence, quand on a les hormones en ébullition. Et il y avait ce côté qui, ouais, j'étais amoureux comme on peut être amoureux d'une star dans un clip sur M6, quoi. Et il y avait ce côté un peu femme fatale, un peu garçonne, avec sa voix grave et ses cheveux un peu... de mémoire, c'était plutôt carré, genre la Louise Brooks, peut-être un peu moins, peut-être pas la mini frange, mais ouais, ce truc brune avec gros rouge à lèvres et tout. Donc, on peut pas dire que ce soit la musique que je réécoute le plus aujourd'hui, mais je regarde un petit souvenir ému parce que oui, c'était mes premiers émois de préadolescent devant Sur la du télé, Gilles quoi. Caplan. Voilà. Gilles, si tu nous écoutes, quand vous avez sorti votre livre, vous avez fait une séance de dédicace chez votre galeriste. Et la séance de dédicace, en fait, elle était sans fin. Il y avait plein de personnes qui venaient se faire signer votre livre, leur livre. Ça fait quoi de rencontrer les gens pour de vrai? Ouais, c'est là où vraiment tout se transfigure, c'est-à-dire que j'ai eu une croissance assez rapide sur Instagram hein, parce que j'ai eu la chance d'arriver au bon moment, au bon endroit, je pense. Que l'érotisme, ça fédère et tout, donc je suis vite arrivé à plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais à l'époque, j'étais vraiment complètement anonyme derrière. Je ne vivais pas encore de ce compte ni des dessins, donc j'avais pas de projet dans la vraie vie, entre guillemets, dans les galeries ou dans des livres, ce qui fait que c'était abstrait tout ça. Je pouvais parler avec 200 ou 300 000 personnes. Quand je leur demandais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez baisé, j'avais 10 000 personnes qui me répondaient, et ce qui peut être encore le cas aujourd'hui. Mais c'était abstrait, j'avais pas l'impression de voir des vraies personnes. Et les premières fois où on voit des vrais gens qui vous parlent de vos dessins, qui connaissent vos œuvres, qui vous racontent ce que ça leur a fait dans leur vie, là c'est incroyable. Parce qu'effectivement, alors maintenant on est rompu au bout d'un moment quand on croise les gens dans des dédicaces et tout. Mais les premières fois, ouais, c'est hyper marquant. Je me souviens des premières personnes que j'ai rencontrées qui connaissaient mon travail et qui me parlaient de comment ça résonnait chez eux. C'est là où on se dit, ah mais c'est pour ça que je fais mon métier en fait. C'est quand on met des noms ou des vraies têtes sur des vraies personnes et qu'on voit que tous ces chiffres qui sont d'habitude que sur Instagram correspondent à des vrais gens. C'est fascinant. Parce que moi, ces dessins-là, je les ai toujours fait pour moi, je les fais tout seul dans mon petit atelier. Et par exemple, à New York, je me souviens d'une fille, une jeune femme, pardon, on va pas dire une fille, qui s'est mise à pleurer en me voyant, qui m'a serré dans les bras et tout, et qui me racontait que elle avait eu plein de problèmes dans son enfance et son adolescence pour avoir un rapport avec son physique et son corps. Et que là, elle s'était casée avec un type super bien, qu'ils avaient découvert mes dessins à ce moment-là et qui s'en servaient pour dialoguer et tout. Et en gros, ils avaient un peu construit leur relation en partie grâce à mes dessins. Et que du coup, elle qui habitait à 9000 km de chez moi, j'avais vachement aidé sa relation à son corps et tout. Alors que c'est juste des dessins. Voilà, je suis pas sexologue, j'ai aucune prétention à faire quoi que ce soit de thérapeutique. Mais je m'aperçois que cette chose que je fais moi légèrement pour m'amuser, elle peut permettre de dénouer des problèmes chez d'autres personnes. Donc ça, c'est incroyable. C'est le rôle de l'artiste dans la société. Finalement, on le trouve grâce aux personnes qui viennent vous rencontrer. Ah bah oui, ce que je racontais au début, c'est que l'art, il vit dans les yeux, la tête et le cœur des gens qui le regardent. Donc, bon, en tout cas, mon rôle, je le vois, c'est de décomplexer et dédramatiser, entre guillemets, un sujet qui a longtemps été tabou, en partie justement à cause du 19e et des religions et du rigorisme qui s'est installé. Parce que quand on regarde des images du Moyen-Âge ou même de l'Antiquité, si vous lisez le dialogue des courtisanes, par exemple, qui date de la Grèce antique, il y a 100 fois moins de tabous que ce qu'on pouvait lire, même chez Alfred de Musset, ou quand le libertinage est revenu, on a l'impression que c'était hyper transgressif, alors qu'en fait c'était un retour sur la pointe des pieds à des choses qu'on faisait 100 fois mieux avant qu'il y ait l'Inquisition et le rigorisme anglican et tout. Donc c'est vrai que c'est horrible, mais j'ai l'impression de dédramatiser un sujet qui pour moi ne devrait pas être dramatique, et rendre inoffensif des choses qui... Enfin, moi c'est mon rôle que je vois en tant que dessinateur cochon. Voilà.
dessinateur cochon. Et si vous n'aviez pas été dessinateur cochon, et ni même publicitaire, vous auriez fait quoi ? Oh, tellement de choses, je sais pas. Bah, c'est des questions qu'on se pose toute sa vie parce que le virage en 180, on l'imagine souvent, hein, même si je l'ai déjà un peu fait dans le sens où j'ai lâché une carrière dans la pub qui marchait plutôt pas mal pour vivre en dessinant des fesses, quoi, ou essayer de vivre en dessinant des fesses, ce qui n'est pas tous les jours facile d'être à son compte, mais en fait j'ai longtemps voulu être architecte. C'était déjà un peu ce pont entre Toujours dans la créer création. une image, c'est-à-dire faire un dessin qui va devenir quelque chose de réel derrière, c'est quelque chose qui me fascine. Moi, je vais vous proposer d'imaginer que vous allez travailler en reprenant un café, un bar, n'importe où. Et vous allez voir que finalement, il peut y avoir des liens avec le dessin. Comment s'appelle la technique des dessins que l'on voit sur certains cafés latte ? Ah, du latte art. Du latte Oui, art, oui, vous oui. savez comment on fait ? Bah, j'ai vu quelques vidéos parce que mes filles sont très fans de Japon et les Japonais ils font des trucs assez fous. Maintenant il y a même du 3D latte art où ils font des têtes de chiens et tout. C'est assez fascinant, j'ai dû essayer une fois ou deux parce que ma femme adore les latte frappés, mais je suis très mauvais pour ça. Bah, il faut prendre donc une petite carafe et la manier de façon très légère et précise. Et il y a le etching, avec des sortes de baguettes pour essayer de recréer un dessin. Ah voilà, c'est ça que j'ai vu. Et je crois qu'on m'a déjà envoyé des gens qui tenaient un bar qui avaient fait du latte art à partir de mes Mais dessins. non, à partir des petites luxures. Je pense. Oui, ça peut s'adapter. Hein. Deuxième question. Comment s'appelle l'art de lire dans le mar de café ? Alors ça va être la quelque chose Mancy, la café au Mancy, là, non? La café-domancie. Oh, j'ai des valeurs, hein, dis donc. Et finalement, on va retourner donc le café après en avoir bu pour laisser un peu de l'humain dedans. Et ça crée des dessins. Et en fonction des dessins, eh bien, il y a diverses interprétations que je ne connais pas, mais Oui, qui sont ouais. absolument passionnantes. Oui, oui. Mais j'adore, ça, c'est typiquement rajouter du sens à quelque chose qui n'est pas censé en avoir au départ. Je trouve ça génial. Et j'ai une dernière question. Quel est le rapport entre le peintre Utrio et les cafés de Montmartre ? Alors ça, j'imagine qu'il devait le fréquenter ou il a peint, je ne sais pas du tout. Ah, dis donc, c'est Nicolas En fait, Stoufflet, le vieux des 1000 euros. Il a été très pauvre toute sa vie. Ouais. Et même après sa mort, son œuvre n'a pas été découverte de suite, ça a été découverte plus tard. Il arrivait à payer ses consommations avec des tableaux qu'il donnait au lieu où il était inspiré. Ils ont fait un bon calcul parce que derrière ça a dû... J'avoue que c'est des trucs, ça c'est un des privilèges de l'artiste, ça m'est arrivé. Moi, Vous avez déjà fait ça ? Ben ouais, par exemple l'expo que j'ai fait à New York l'an dernier, on est parti avec ma femme et mes filles. Et en fait on se fait loger comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait un cours de dessin et une chasse au trésor où je faisais gagner un dessin dans l'hôtel. Et on s'est fait loger à un hôtel qu'on n'aurait jamais pu se payer. Donc ça, j'avoue que c'est des trucs que j'aime bien quand ça sort un peu du circuit monétaire. Et puis je suis pas Utrio, je pense pas que mes dessins auront une valeur. On sait jamais, je le souhaite pour mes filles, qui sait, mais ça m'est déjà arrivé, ouais, plusieurs fois même, ouais. C'est génial. Si ça peut faire plaisir à la personne qui reçoit un dessin original et moi, ça me permet de faire un voyage que j'aurais jamais pu me permettre. Vous savez quoi ? Là, on est donc au Café Charbon. Je vais tenter de payer nos consommations avec un dessin que je vais faire. Merci beaucoup, Ouais. Simon Bon courage. Francard. Et on rappelle le titre de cet ouvrage aux éditions Ebec. Qui s'appelle En premier lieu. En premier lieu. Et puis, il y a ce nouveau livre que vous avez illustré, Les Contes Bleu Nuit. Alors, j'ai eu le plaisir d'en écrire les textes et ça sort le 26 septembre chez Michel Lafon. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'un café au comptoir. Merci, Et on désolé rappelle- pour toutes mes digressions. Mais pas du tout, attends, elles sont formidables. À bientôt. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café.